reparler un petit peu pour une question que voilà, j'avais envie de me poser parce que la saison est terminée. Évidemment, le quintuplé n'a pas été réalisé. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais il y a quand même une très très belle saison, plus que ça même. Enfin bref, il y a une saison magnifique avec une Ligue des Champions au bout, hein, forcément. Donc, la saison, elle peut être que magnifique. Mais il y a eu, voilà, ce que je veux dire par saison magnifique, c'est qu'il y a eu des. En fait, on a tout ce qu'on aime dans le foot, c'est-à-dire, on a eu des joueurs jeunes qui ont explosé ou qui sont vraiment révélés. On a eu du beau foot. En tout cas, en deuxième partie de saison, je parle pas trop de la première parce que bon, c'est encore autre chose, mais en tout cas, en deuxième partie de saison, on a eu du vrai beau foot, du pressing haut, des joueurs appliqués, des joueurs qui, bref, qui ont tout donné. Ça se voyait qu'ils avaient envie de jouer pour ce maillot. Voilà, Mais même la première partie de saison chaotique participe à la magie de la saison parce que ça a été long à se mettre en place et du coup, on les a pas vus venir et c'était encore plus beau. C'est pas faux. Et donc voilà, donc l'heure pour moi est au bilan. Évidemment, on a attendu la fin de cette Coupe du Monde des clubs. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Certains trouvaient que c'était déjà la fin de saison avant, peut-être, mais quand même, ça reste une coupe, ça reste un truc important à prendre. Comment dire, donc voilà, l'heure pour moi est au bilan aujourd'hui. En gros, le bilan, il n'est pas tant. Parce qu'on l'a fait, hein, on a débriefé toutes les coupes, enfin bref, tous les trophées remportés, ça, on les a tous débriefés. Donc, c'était pas tant ça, c'était plus pour vous poser une question qui, pour moi, va être assez. Enfin, je pense qu'elle va être dure à répondre, mais on va essayer d'y répondre quand même. On a une petite vingtaine de minutes devant nous pour répondre à cette question. Où est-ce qu'on classe le PSG parmi les plus grandes équipes d'Europe? D'Europe, du monde, de l'histoire, bref, parmi les plus grandes équipes qui ont réalisé, de l'histoire, parmi les plus grandes équipes de l'histoire, où est-ce qu'on classe le PSG? C'est-à-dire qu'en gros, bref, sur une saison, hein. Oui, sur une saison, bien sûr, c'est ça, la question, elle est là. Je vais vous citer quelques équipes comme ça que j'ai pu, que j'ai pu sélectionner. Si vous en avez d'autres, évidemment, avec grand plaisir, le débat est évidemment ouvert. Parmi les équipes, du coup, évidemment que j'ai sélectionné, comment ne pas parler du Barça 2008-2009? Je pense que le Barça, il y a un paquet d'années où on peut les citer, mais j'ai pris 2008-2009. Ils font Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. 158 buts, toutes compétitions confondues, 87 points en Liga, plus 9 que le Real Madrid deuxième. Donc bref, la domination est énorme. Lionel Messi, soulier d'or, ballon d'or. Donc, voilà, Xavi et Iniesta, les meilleurs milieux de terrain, bref, du monde. Ils étaient, je crois, 2 et 3 dans le trophée du Ballon d'Or, ou en tout cas, Xavi est sur troisième. Et ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, Xavi, par exemple, il avait donné plus de 20 passes décisives en une saison pour un milieu relayeur. Je crois qu'on se rend même pas compte de la dinguerie, quoi. Plus de 20 passes D, donc bref, c'est magnifique. Donc je les ai mis eux. J'avais sélectionné le Real en 2016-2017. Pareil, on a Liga, C1, Super Coupe d'Europe, Mondial des clubs. Il manque la Coupe d'Espagne, etc. Bien sûr, mais du coup, voilà, on a 133 buts, toutes compétitions confondues. On a un Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de C1. On a un Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. On a Luka Modric, meilleur milieu du monde. Enfin, en gros, meilleur milieu. Quand je dis meilleur milieu du monde, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le trophée, c'était de l'UEFA, du coup, le trophée, voilà, milieu de terrain, enfin. Bref, ils font partie de l'équipe, donc bref, parmi les meilleurs milieux de terrain du coup de la saison. Pareil pour Sergio Ramos, meilleur défenseur. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'on classe une équipe, on classe forcément des individualités, qu'on le veuille ou non. On classe évidemment une équipe par ce qu'elle a apporté au jeu aussi, par la qualité tactique et tout ce qui s'est passé tactiquement, donc l'équipe en soi et les trophées qu'elle a pris. Mais quand on compare ces équipes-là, on est obligé de comparer aussi par individualité parce que le foot, au final, on le sait tous, on attribue un ballon d'or. À partir du moment où on attribue un ballon d'or, c'est qu'il y a une question d'individualité. C'est pour ça que je les cite. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va le peser le plus dans la balance. D'ailleurs, on va en discuter juste après. Mais voilà, c'est pour ça que je les cite. Ensuite, du coup, j'avais pris aussi du coup Manchester United 98-99. Pareil, on a Première Ligue, FA Cup, C1. On a voilà un triplé historique en Première Ligue. Je crois que c'était la première fois à l'époque. Une équipe amenée par David Beckham, Roy Keane, Yorke. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le buteur, voilà.
meilleur buteur aussi, je crois, de la compétition. Je sais plus si européen, je sais plus s'il avait été soulier d'or, mais en tout cas, il était meilleur buteur de la première ligue, sûr et certain. Après, du coup, j'avais pris donc. Alors ça, du coup, ça remonte il y a un peu plus longtemps, mais comme ça, moi, je fais les. On va dire, il m'en manque 3, mais il y a. Du coup, c'est juste ces 3 équipes-là. Il y en a 2 qui remontent il y a un peu plus longtemps. C'est l'Ajax, où ça va être un peu plus dur à juger. C'est pour ça que je vous le dis. L'Ajax 71-72. Donc Eredivisie, Coupe des Pays-Bas, C1, enfin bref, ils ont pareil, ils ont tout pris, triplé national plus donc la Ligue des Champions, rien que ça. Évidemment, du coup, c'était l'avènement. Pourquoi je les ai sélectionnés? Parce que c'était l'avènement du football total, avec Johan Cruyff, Ballon d'Or 71 d'ailleurs. Et voilà, donc il y a le côté historique parce que ils ont gagné tous les trophées, mais il y a aussi le côté historique je veux dire, dans la grande carte postale du foot, on va dire, avec ce fameux, on l'entend entendu, le terme football total, il vient de là, il vient de l'Ajax 71-72, donc voilà pourquoi j'avais envie de les citer. Et l'autre équipe, du coup, un peu plus ancienne que j'avais envie de citer, c'est donc le Celtic le Celtic de 66-67, ça remonte encore plus longtemps. Pareil, championnat, coupe, League Cup, Glasgow Cup, 5 trophées en tout, plus du coup voilà, enfin bref, c'était la meilleure équipe, plus la C1 évidemment, donc un quintuplé. Ils avaient Jimmy Johnstone, je sais pas si ça vous parle, mais en gros voilà, un ailier top 5 Ballon d'Or, c'était bref l'ailier, le gros ailier de l'époque. Bobby Lennox aussi, du coup, buteur, 32 buts sur la saison. Et la dernière équipe dont j'avais envie de parler, équipe beaucoup plus récente, c'est Manchester City, d'il y a 2 ans. Manchester City qui font le quadruplé aussi et qui prennent la Ligue des Champions, qui eux prennent la Coupe du Monde des clubs, enfin c'était la Coupe comment dire, continentale, enfin bref, l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs, mais une équipe magnifique qui finira du coup par le prix Rodri au Ballon d'Or, enfin voilà, ça finira comme ça. Haaland, enfin bref, magnifique, enfin bref, une équipe incroyable. Non, en plus, je mens, cette année-là, c'est Lionel Messi qui prend le Ballon d'Or. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Cette année-là, c'est Lionel Messi qui prend le Ballon d'Or. Ça aurait peut-être dû être Haaland, ça c'est encore un autre débat. Mais pardon, tant pour moi. Mais en tout cas, voilà, 2 équipes. Alors bref, il y a 2 équipes de Pep Guardiola, certes. Mais voilà les équipes que moi j'ai choisies, sélectionnées, pris. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous classez devant, d'autres derrière? Enfin bref, c'est un débat très ouvert et il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises réponses. C'est très compliqué à comparer les époques dans tous les sports, donc voilà. Mais c'est juste pour amener un peu le débat sur la table. Je le trouvais assez intéressant. David, je commence par toi, du coup, c'est assez logique. Ouais, je pense que déjà, par rapport à ce que tu évoques, ton angle de départ, c'est la meilleure saison, la saison la plus marquante d'un club. Mais je pense que pour voir la meilleure saison, il faut quand même voir le club dans un cumul de plusieurs saisons. Et en fait, ce que tu évoques, c'est plutôt ces clubs qui ont marqué les esprits par leur époque plus que par une saison donnée. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu par le passé le Barça de Johan Cruyff, ensuite il y a eu le Barça de Guardiola, il y a eu beaucoup plus récemment le Real Madrid de Zidane, et il y aura le PSG de Luis Enrique qui va s'inscrire dans cette même histoire des duos des rencontres amoureuses entre un club et un entraîneur, quoi. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de placer les choses. Après, est-ce que ça va être est-ce que ça va être une saison ou est-ce que ça va être 3-4 saisons qu'on va juger avec le recul? Là, c'est un peu trop frais pour l'analyser. Mais justement, c'est pour ça que d'où ce que j'étais en train de dire, enfin d'où du coup l'angle et les équipes sélectionnées, c'est que j'ai pris vraiment des années, comme quand souvent on compare, par exemple, souvent on le fait en NBA, beaucoup, on le fait en basket parce que les rosters changent très souvent, parce que, enfin bref, ça change beaucoup plus qu'en foot, hein, donc forcément, du coup, tu prends souvent une équipe une par une, enfin tu prends l'équipe de telle saison et pas tant la période. Bien sûr. Voilà. La saison 2024-2025, on s'en souviendra, mais c'est vrai que est-ce que ce sera le point haut
de l'ère Guardiola, ou est-ce que ce sera juste le point de départ et qui vont rafler 4 Ligues des Champions d'affilée, tu vois, ça, on n'a pas encore le recul pour le savoir. C'est pour ça. Et en termes de jeu, est-ce que le monde entier va copier la méthode de Luis Enrique à partir de maintenant, ou va essayer de la copier? Est-ce que ça va révolutionner le football moderne, où tout le monde va se mettre à presser haut et à faire le contre-pressing qu'il n'a pas inventé, hein, mais qu'il a magnifié par cette équipe-là avec un effectif parfait, avec une coordination parfaite. C'est trop cool que tu mentionnes ce côté aspect tactique. Juste du coup, je reprécise le débat, c'est vraiment ça, c'est vraiment la meilleure équipe. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il y a derrière, c'est pas ce qu'il y a avant, c'est vraiment la meilleure équipe avec du coup, comme je l'ai dit, les meilleures individualités à l'instant T d'une seule saison, le meilleur joueur du coup de l'époque. Enfin, bref, c'était vraiment jugé en fait une saison, pas tant la période. C'est vrai que par contre, quand tu veux faire associer justement des joueurs à ces époques-là, quand je pense au Barça de Johan Cruyff, que vous êtes trop jeune pour avoir connu, moi je me rappelle de Risto Stoichkov et de Bebeto. Bon, moi qui me faisais rêver quand j'étais gosse, c'était vraiment des joueurs incroyables. Ensuite, il y a eu Ronaldinho au Barça. Bon, il est d'abord passé par le PSG, ça n'a pas marché. Ensuite, il y a eu l'ère Ronaldinho au Barça qui a déclenché une nouvelle ère. Et ensuite, Guardiola est devenu entraîneur. Il a apporté sa patte avec l'ère Messi, Eto'o, puis Xavi, Iniesta. Et c'est Thierry Henry. Et c'est cet enchaînement de titres absolument incroyable où c'est vraiment le Barça de Guardiola marchait sur le monde du football à l'époque. Une chose. Vas-y, pardon, vas-y. Non, vas-y. Plus proche de nous, ensuite, il y a eu les Galactiques du Real Madrid. Donc Zidane qui marque son fameux but en finale de Ligue des Champions. Alors là, c'est pareil, on évoquait tout à l'heure le temps qu'il a pris au PSG et le temps qu'il a pris à Chelsea pour que ça finisse par marcher. Les Galactiques, ça a mis du temps aussi avant que ça marche. Hein. Florentino Pérez avait mis tout l'argent du monde sur la table pour recruter tout le monde, Ronaldo, Zidane, Beckham, etc. Et ça a mis un temps fou avant de gagner une pauvre petite Ligue des Champions. Mais tout le monde retient quand même qu'ils l'ont gagné, quoi. Et tout le monde retient ce but de Zidane en finale. Bon, et puis plus proche de nous, le Real Madrid, de Zidane en tant qu'entraîneur. Alors avec Benzema en fait, qui était devenu la nouvelle tête de pont après Cristiano Ronaldo, même si quand il a pris, je me souviens plus quand il a pris la boutique, Zidane et Ronaldo était encore là. Quand il a pris, il en prend 3 d'affilée, Zidane, et il y a Ronaldo, oui. Il y a Ronaldo à chaque fois. Oui, à chaque fois. Sur les 3 d'affilée, il y a Ronaldo. Il s'en va une saison et après il revient. Et là, il n'y a plus que Benzema. Il la prend quand même. Enfin, en gros, Zidane, il a 4 Ligues des Champions en tant que coach du Real Madrid. Mais il y en a 3, les 3 d'affilée, c'est avec Ronaldo. C'est avec CR7, c'est avec Bale, c'est avec Benzema. Enfin, mais c'est vrai qu'en termes d'impact de l'entraîneur sur le style de jeu de l'équipe, Zidane est moins marquant que Luis Enrique aujourd'hui. Et que Pep Guardiola le fut à Barcelone puis à Manchester City. Juste du coup pour remettre donc le truc dans l'ordre là où je l'ai pris tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai trouvé ça intéressant quand tu parlais de par exemple de la différence entre le Barça de l'époque, c'est-à-dire le style de jeu tiki-taka, etc., comparé du coup au style de jeu actuel du PSG avec Luis Enrique qui est plutôt du pressing très haut, etc. J'aime bien quand on compare aussi ça, c'est-à-dire des équipes du coup justement qui vont marquer leur époque. Et est-ce que justement comment tu places le curseur, c'est-à-dire pour moi, et en tout cas après ça reste très personnel, mais par exemple le style de jeu de Guardiola, il est juste tellement compliqué à reproduire en fait pour une pour une grosse raison, c'est parce qu'en fait il avait Lionel Messi, il avait Iniesta, il avait Xavi, il avait Busquets, enfin je veux dire c'était des joueurs moi je me souviens au prime du Barça de Guardiola, les joueurs se faisaient des passes dans la surface de réparation adverse. C'est-à-dire qu'on en était à ce niveau-là de technicité. Ça, c'était impossible à reproduire avec une équipe où tu n'avais pas ces immenses talents-là à disposition. C'était le tiki-taka à 3 mètres de la cage de l'adversaire. Donc ça, c'est pas faisable. Non, ce qu'a inventé Luis Enrique, c'est à mi-chemin entre le jeu de possession de Guardiola et le gegenpressing de Jürgen Klopp. Voilà, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire Jürgen Klopp, c'est vraiment le football total, un peu dans l'esprit de l'Ajax d'Amsterdam des grandes années 70. C'est le football total vers l'avant où tout le monde fait le pressing et on joue très très vite en contre-attaque et on marque très vite. Et donc il a inculqué ça au groupe du PSG
en ajoutant ce jeu de possession plus espagnol dans la construction et dans la capacité aussi à marquer en attaque placée ponctuellement, même si c'est vraiment pas le point fort du PSG, l'attaque placée. Ils ont quand même ça dans leur portefeuille. Et surtout, ce qu'a réussi à faire Luis Enrique, c'est qu'il a réussi à faire ça avec une équipe où il n'y a pas de point faible, quoi. Tous les joueurs sont forts à tous les postes, tous les joueurs sont jeunes, tous les joueurs courent pendant 90 minutes, tous les joueurs sont très talentueux techniquement, et ils ont été jusqu'à recruter très cher des joueurs qui étaient juste destinés à nourrir ce projet-là. Donc ça a été ça le coup de génie, enfin le coup de génie et les moyens financiers du Qatar ont mis à disposition de ce projet-là. C'est-à-dire, tu dis, tiens, le milieu de terrain, on voudrait un milieu plus technique, mais qui est capable de bien défendre pendant 90 minutes sans jamais baisser de rythme. Tiens, on va prendre Joao Neves, comme ça fera un bon complément à Vitinha. 70 millions, ça fait pas un peu jeune, pas un peu cher pour un jeune comme ça? Ah non, on s'en fout, on les met. Et ça a été ça pour chaque poste, en fait. Et ils ont fini par construire cette équipe incroyable, où tout le monde est au service du projet de Luis Enrique. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que le départ de Kylian Mbappé s'est évoqué dans le fameux documentaire de Luis Enrique, et en partie pour parachever ce projet, pour dire il y a un mec qui défend pas, il faut le remplacer par un mec qui défend, quoi. C'est-à-dire qu'on en est là à ce point-là d'obsession dans le projet, de dire il faut 10 joueurs de champ qui défendent tout le temps pendant 90 minutes à chaque match de la saison pendant 65 matchs. Voilà. Ce qui est un projet fou, hein, sur le papier. Et il a réussi à atteindre ce degré-là d'excellence. Peut-être qu'il n'arrivera jamais à le reproduire, peut-être que c'était la saison des merveilles et qu'on ne la reverra plus. Ça, c'est possible aussi. Mais ça, on n'a pas le recul. C'est sûr. On nous a beaucoup entendu, moi et David. Greg, ton avis à toi sur du coup tout ce qu'on a dit, tout ce que j'avais dit aussi au début, tout ce que j'ai dit aussi au début, toutes les équipes que j'ai décrites, en tout cas, j'ai essayé de résumer au plus possible leur saison. C'est très compliqué à résumer une saison entière, donc t'imagines, là j'en ai fait 8 ou une dizaine d'équipes. Enfin, j'essaie de résumer au mieux, mais c'est très compliqué. Comment classer, justement, du coup, on revient à la question de base, comment classer ce PSG dans l'histoire des meilleures équipes de l'histoire du foot? Écoute, je pense que la question, elle est très compliquée. Chacun aura son avis et voilà. Mais moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que déjà, pour moi, c'est pas une saison, c'est une demi-saison. Parce que pour moi, ça a vraiment commencé à partir de… Pour moi, vraiment, le pré-match, je trouve, où le PSG a commencé à m'impressionner, c'était ce fameux match où Donnarumma se fait exploser la tête contre Singo et City, bien évidemment. Les deux, hein, je crois, voilà. Mais pour moi, ça a été limite plus une demi-saison. Non, mais ça a été exceptionnel, Moi, il y a un joueur, je trouve, qui est un peu symbole de ça. C'est un peu Fabien Ruiz. Parce qu'en gros, au début, il était quand même en difficulté, il avait beaucoup de mal. Même David, hein, je pense qu'il ne l'a pas porté dans son cœur. Et puis là, en fait, j'ai l'impression que c'est limite le meilleur milieu de terrain du club depuis quelques mois maintenant. Il est monté en puissance. Et je trouve vraiment, pour moi, c'est un peu le symbole de cette équipe. Parce qu'autant Hakimi, par exemple, a été linéaire tout le long. Un Vitinha, franchement, bon, il y a eu quelques moments où c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, c'est linéaire. Joao Neves, de toute façon, il est arrivé, connaissait pas la Ligue 1, il avait très peu d'expérience, il est arrivé avec une insouciance absolue. Dembélé, pour moi, c'est même pas une montée en puissance, c'est au début moyen, en difficulté, puis après, c'est monté direct. Donc pour moi, c'est vraiment Fabien Ruiz qui a vraiment été vraiment le symbole de ce PSG-là. Deuxième partie de saison, parce que première partie de saison, il ne faut pas oublier qu'ils sont à 2 doigts de ne pas passer les poules de Ligue des Champions. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir à la mi-temps de ce soir de Ligue des Champions face à City, parce que tout part de là. Pour moi, c'est Monaco où c'est un choc en Ligue 1 en décembre et donc ce match contre City. Et c'est là que la lumière s'est allumée pour tout le monde. Et puis voilà, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, ça a été la mi-temps magique. Je sais pas, il y a eu de la féerie qui est arrivée dans le vestiaire, j'en sais rien. Et je trouve que c'est ça, voilà. Mais je trouve vraiment, je ne peux même pas dire en fait où les placer parce qu'en fait, toutes les équipes que tu as expliquées, c'est la saison entière. Pour moi, le PSG, c'est même pas une saison entière, c'est vraiment allez, on va dire
3/4 d'une saison, tu vois. Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que la première partie de saison ratée, c'était en fait les réglages nécessaires pour réaliser cette deuxième partie de saison extraordinaire. C'était un entraînement. Ce fameux pressing à 10, c'est un travail qui prend 1 an, 2 ans, 3 ans à se mettre en place. C'est très compliqué. Les équipes du Barça qui jouaient ensemble, ils jouent ensemble depuis qu'ils avaient 13 ans, les mecs, à la Masia. Et donc voilà, là, il a réussi en 2 ans, en 2 saisons, à monter cette machine de guerre incroyable, et ça a pris du temps avant que les joueurs comprennent exactement le positionnement. Malgré tout, au-delà de ça, il y a quand même eu, je trouve, une magie parce que en première la magie, c'est Manchester City, c'est vrai. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le talent, il l'avait, le potentiel, il l'avait, mais il y avait manifestement un blocage mental pour l'exprimer pleinement. Et toutes les planètes se sont alignées, effectivement, à la mi-temps de ce match-là, où ils étaient menés 2-0. Et d'un seul coup, ils se sont mis à jouer comme jamais dans leur vie. Et puis voilà. Il y a eu ça, il y a eu aussi quelque chose qu'on oublie un peu, je trouve, de citer dans la chronologie de la saison. Il y a eu cette mise à l'écart de Dembélé contre Arsenal. Je sais pas si tu te rappelles, David, mais le PSG Oui, c'était avant, bien sûr que c'était avant. Il avait perdu 2-0 contre Arsenal en match de poule. Dembélé avait été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires par Luis Enrique. Moi qui suis le premier à crier au génie de Luis Enrique, il faut dire qu'au début, il tâtonnait. En début de saison, il tâtonnait lui-même. C'est même pas ça. C'est juste ça que j'allais dire. J'allais dire, on l'a critiqué très très fort ici dans cette émission. Et toi le premier, je me rappelle, c'est pour ça que je te dis, je me rappelle, mais tu l'as dit, il fait n'importe quoi, mais quelle idée d'écarter Dembélé pour un des matchs les plus importants de la saison, d'écarter ton meilleur joueur, parce qu'à l'époque, le PSG tâtonnait, et du coup, c'était lui qui faisait la différence quand même, sans marquer autant de buts. C'est lui qui faisait les principales différences. Désiré Doué n'était pas du tout au niveau qu'il a montré en deuxième partie de saison. Il n'y avait pas encore Kvaratskhelia, bref, c'était vraiment tout reposait presque sur Ousmane Dembélé, et il a été mis à l'écart. Et je me rappelle très très bien de cette émission qu'on a fait après donc de l'émission post-match, donc face à Arsenal, post-défaite face à Arsenal, où tu l'avais incendié. Bon, en tout cas, bref, on n'était vraiment pas contents et ravis de ce qui s'est passé. Et on a entre ça et le fait qu'il faisait pas jouer Gonzalo Ramos alors qu'il avait un numéro 9 à disposition dans son effectif, c'est vrai qu'à un moment donné on comprenait plus rien. Et on a compris par la suite où il voulait en venir, mais c'est vrai que à ce moment-là c'était dans sa tête à lui, et on n'avait pas encore toutes les clés pour comprendre le projet, quoi. Je pense parce qu'il y a eu aussi, il s'est remis en question, parce que je pense qu'il s'est fait tirer les oreilles, parce qu'il y a eu un épisode avec la journaliste Margot Dumont, où il lui a manqué de respect, et je pense qu'à mon avis, à partir de là, il a commencé à être un peu moins, on va dire, un peu moins pédant, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vrai. Je pense qu'il s'est fait, même par sa direction, je pense qu'ils ont dit, écoute, là, t'es allé trop loin, même nous, on a une image à respecter, donc tu te calmes. Voilà. En fait, je pense qu'à mon avis, peut-être que les joueurs avaient le même sentiment que nous, et se disaient, mais on va où avec lui, en fait? Et tu sais, tu suis jamais quelqu'un dont tu n'as pas confiance. Et peut-être quand ils se sont dit, ah ouais, mais ok, le mec, il est prêt à écarter, machin. C'est pas comme avec Mbappé, il n'y aura pas de passe droit. Et là, ils se sont peut-être dit, finalement, tout ce que disent les médias, nous, on le comprend et tout, mais peut-être qu'ils se sont dit finalement, parce qu'eux, ils sont tous les jours à l'entraînement avec lui. Et finalement, ils se sont peut-être dit, peut-être qu'au final, il n'est pas si fou que ça, et peut-être que si on le suit dans ses délires, dans ses trucs, peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Je pense exactement. Et puis à ce même match, il y a eu un autre sous-événement sur lequel j'aimerais revenir, c'est que c'est Pep Guardiola, dans l'interview d'après-match, qui a révélé un truc que nous, en tant qu'observateurs, on n'arrivait pas à comprendre, c'était cette stratégie du faux neuf. Où là, tout le monde lui tombait dessus, mais pourquoi tu ne mets pas Gonzalo Ramos, tu as un vrai neuf, pourquoi tu veux absolument mettre un faux neuf? On disait, mais c'est une lubie qu'il a, il ne veut pas jouer avec un vrai neuf. Et en fait, ce match-là qu'ils ont retourné contre City, c'est Guardiola en interview d'après-match qui a dit, en fait, c'était vraiment une idée géniale qu'il nous a surpris à mettre Dembélé en faux neuf, parce que du coup, ils étaient en surnombre en milieu de terrain, ils nous ont mangé au milieu de terrain. Et ça, c'était des trucs qu'on voyait pas avant qu'on nous éclaire, avant que Guardiola nous donne en 3 mots simples l'explication de texte.
On n'avait pas vu venir cet intérêt du faux neuf pour avoir un surnombre au milieu de terrain. Et c'est vrai que Dembélé repositionné en faux neuf, ça c'était une des idées de génie. Il a tâtonné avant de le faire au début de saison. Dembélé était à droite et Barcola à gauche. Et il alternait, il voulait pas, c'est vrai qu'il voulait pas trop jouer avec Gonzalo Ramos, mais il faisait jouer par alternance, soit Barcola dans l'axe, soit un peu Désiré Doué, machin, il tâtonnait dans tous les sens. Mais le vrai intérêt tactique, il était là. Il était qu'en fait, ce joueur qui décroche, il vient en permanence renforcer le milieu de terrain, créer un surnombre et potentiellement se projeter vers l'avant quand c'est nécessaire pour aller marquer des buts. Et donc là, je me permets du coup de raccrocher un peu les wagons par rapport au débat d'origine, hein, qui était, je vous rappelle, quelle est la meilleure équipe de l'histoire du foot. La meilleure saison. La meilleure saison, ouais. Pas étonnant du coup que, par exemple, Guardiola l'ait vu ce côté-là, parce que c'est déjà lui qui l'avait un peu mis en place de base. C'est pas lui qui l'a inventé, je dis pas ça. Je pense que dans l'histoire du foot, il y a plein de gens qui ont essayé de jouer avec des faux neufs, soit par nécessité, lui, ouais. t'as pas le choix, etc. Mais on se rappelle le Barça de Lionel Messi en faux neuf, etc. C'était déjà ça avant que Suarez arrive, etc. Bien sûr, mais pendant longtemps Messi a joué en faux neuf, et donc bref, pas étonnant que Guardiola. Sauf que justement, on s'est dit ça. Guardiola l'avait inventé parce que c'était Messi. Il avait fait un système spécifique pour Messi. Et puis après, quand il est arrivé à City, il a quand même recruté Erling Haaland. Donc tu te dis, à un moment donné, tu vois, les gars sont pas cons non plus. Ils jouent en faux neuf quand c'est nécessaire, mais quand ils peuvent avoir un vrai neuf, ils ont rien contre. Et là, on a vu que Luis Enrique avait fait le choix délibéré de ne pas mettre d'avant-centre et d'avoir un faux neuf pour une raison tactique qu'on a compris par la suite de la saison et qui a parfaitement fonctionné. Parce que quand il était à la tête de l'Espagne, c'était Fabregas qui était faux neuf. Oui, bien sûr. Ouais. Non, et puis quand il était au Barça, parce que pareil, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais la saison du Barça sous Luis Enrique, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Il gagne tout, il remporte tout. Et c'est Luis Suarez son neuf. Donc, bref, quand tu as aussi un gros neuf du calibre de Luis Suarez, je pense que. Après, c'est toujours pareil. Si jamais il avait eu, je pense, un Lewandowski, je pense qu'il ne l'aurait pas mis sur le banc. Voilà. Et que Ramos aussi était. Et puis peut-être qu'il préférait, je sais pas moi, peut-être que ça dans son système, bien sûr, dans sa mentalité, Ramos s'entendait pas assez ou apportait pas. Voilà. Parce que Dembélé, c'est vrai que quand tu as un Dembélé à 100%, il est meilleur qu'un Ramos. Non, mais Dembélé, dans cette stratégie de gegenpressing, pour reprendre le mot de Jürgen Klopp, ce fameux gegenpressing, là, ce fameux contre-pressing à la perte du ballon, Ousmane Dembélé le fait super bien, quoi. Il harcèle les défenseurs adverses super bien. Peut-être effectivement un poil mieux que Gonzalo Ramos, qui est pourtant un attaquant qui défend beaucoup déjà. Hein. Mais dans ce projet-là, Dembélé, c'était une pièce majeure. Hein. C'est sûr. Donc du coup, ouais, on n'est pas beaucoup. Après, le fait qu'aussi, dernière chose, le fait que la direction le suive dans son idée de se séparer de Mbappé, je pense que les joueurs aussi se sont dit, bon, bah là, ok, bon. Lui, c'était un peu le roi. Bon, maintenant, voilà. Et peut-être que même les joueurs, ça a dû leur. On ne dit pas que c'est de la faute d'Mbappé forcément. On sait qu'il vampirisait beaucoup de choses. Mais je pense que les joueurs. Mais un mec qui ne défend pas. Là, on a vraiment quelqu'un. Et surtout, on n'a même pas au-delà de défendre, on a vraiment un leader entraîneur, quoi. C'est pas genre Mbappé qui va dire je joue pas. Là, voilà. Et puis après, ils ont adhéré au projet. Dembélé, il a décidé de devenir le Dembélé qu'on attendait depuis tout le temps. Il se blesse plus, comme par miracle. Exceptionnel. Il s'est blessé quand même. Mais bon. Ouais, mais bon, au Barça, il était blessé 6 mois sur 9. Donc là, il se blesse plus ou il se blesse. Ses blessures, elles sont très courtes. Donc voilà. En tout cas, c'est un vrai collectif. Ça, ils l'ont dit, hein, la façon dont. Mais on verra. Je pense que dans 10 ans, pour répondre à ta question, rappelle-nous dans 10 ans. Mais cette saison-là, quelle place elle aura dans les annales, entre le Barça de 2008-2009 et je sais pas moi, effectivement, la fameuse saison Manchester United, la fameuse, je sais pas, il y a aussi si on va parler, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le Milan AC de Capello aussi. Enfin, il y a des dans des styles très différents, mais il y a des saisons magiques. Après, la différence, c'est que c'est la première saison dans l'histoire qui est aussi longue. D'ailleurs aussi.
Oui, c'est Parce vrai. Mais parce que là, franchement, là, de janvier à maintenant, c'est pratiquement une saison entière, hein. oui, non, dans le temps, oui, non, c'est sûr, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Non, c'est clair. Donc, Mais non, mais oui, mais je l'avais noté, hein, David, j'avais noté le Milan de 88-89 avec Marco Van Basten, Ballon d'Or, j'avais noté tout ça. Rijkaard aussi, meilleur joueur enfin, en Serie A, etc. Enfin bref, c'était une équipe magnifique. Il y en a beaucoup des équipes incroyables, et c'est pour ça que je prends des années volontairement. Après, c'est peut-être mon côté, j'adore enfin, la NBA, maintenant vous commencez à le savoir, mais j'adore le basket, j'adore du coup tout ce qui est, comment dire, essayer de comparer, essayer de voir et de se rappeler quelles traces ont telles Mais équipes, pareil, tels joueurs dans si l'histoire. tu veux prendre le basket, si tu prends le basket des Chicago Bulls, t'as pas une saison qui sort du lot. C'est Bah, si. l'histoire des Chicago Bulls Je de Michael comprends. Jordan. Non, mais je suis d'accord, Voilà. je comprends ce que tu dis, mais justement, en le comparant, si moi, souvent, j'essaye de comparer comme ça, j'essaye de comparer justement la saison où ils font le record de victoires, tu vois, enfin, bref, j'essaye de le prendre toujours. Alors, je Ouais. comprends, je comprends, mais c'est vrai que moi, dans le côté, en tout cas là, comment je voulais le comparer, c'était ça, c'était les équipes qui ont marqué une ère. Donc, en gros, soit je comprends le côté, on peut prendre une ère et sortir une équipe. Moi, c'était plutôt Voilà. une équipe voilà, une équipe qui marquera, qui a marqué son ère. Alors, on ne veut pas trop savoir encore justement comment va inspirer, enfin, voilà, comment cette équipe du PSG va inspirer les prochaines générations, enfin, en tout cas les prochaines années là, très très rapidement. Je vais dire la vérité, moi, l'équipe, et c'est pour ça, bon, moi, je me mouille, comme ça, on arrive à la fin du débat, là, on a fait très, très long à parler de ça, après, c'est normal, c'était un bilan, mais moi, si je dois dire une équipe, et comme ça, moi, je le fais de mon côté, je le fais rapidement, et après, voilà, si vous avez envie de le faire, pareil, si vous voulez, sinon, c'est pas grave, on peut passer à la suite, on a déjà beaucoup parlé de ça, mais moi, voilà, si je dois, par exemple, classer le PSG, je pense que, franchement, c'est à la bataille avec, voilà, les comment dire, les Real Madrid, du coup, 2016, 2015, même si, du coup, le Real prend 3 Ligues des Champions, hein, mais à mon avis, c'est à la bataille avec ces équipes-là, avec des équipes. Enfin, non, justement, c'est pas tant à la bataille avec le Real Madrid, mais c'est plus, voilà. En fait, c'est entre ça et, par contre, pour moi, le premier intouchable, ça reste le Barça, 2008-2009. C'est l'équipe qui m'a le plus choqué. Alors, peut-être c'était parce que j'étais très jeune, peut-être c'est parce que je découvrais le foot à ce moment-là, enfin, tout petit peu avant, mais c'était, on va dire, l'époque où je découvrais le foot. Et c'est une équipe qui m'a choqué, qui m'a trop marqué pour que j'en choisisse une autre. Donc voilà pourquoi je les prends eux. Mais le Lionel Messi injouable, la coupe carrée, Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est le sentiment d'être au-dessus du lot, de marcher. C'est cette fameuse saison où ils ont battu le Real Madrid tout 5-0. ça, ouais. Je sais Non, plus si c'était cette c'était un peu saison ou la après. suivante où ils ont battu le Madrid Ouais, 5-0. après, mais oui. Ah, C'est c'est juste dans ces après. eaux-là, quoi. C'est Oui, dans oui, ces voilà. années-là, quoi. monumental. Donc, il y avait à un moment donné, il y avait une seule équipe qui marchait sur l'Europe et c'était celle-là. Et effectivement, le PSG de cette saison a un peu de ça, en les ayant moins vus venir, parce Bien sûr, on connaissait beaucoup moins Dembélé que Messi, ça c'est sûr. etc. Mais par contre, ce qu'on a évoqué en demi-finale de Coupe du Monde des clubs quand ils avaient facé le Real Madrid, qu'ils ont écrasé le Real Madrid 4-0, c'est OK. Cette année, le PSG marche sur le Real Madrid, mais le Real Madrid, c'est 15 Ligues des Champions et le PSG a encore du chemin à faire avant d'arriver sur les talons du Real Madrid en termes de palmarès, quoi. Bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est Bien pour sûr. ça qu'il faudra du temps avant de juger la valeur de cette équipe. Non, mais je comprends, mais là, c'était pas tant le côté club, c'était vraiment le côté une équipe, Saison. voilà, avec les Ouais. individualités. Et c'est pour ça que je le dis comme ça, voilà, moi, voilà, ça reste le Barça 2008-2009. C'est pourtant pas du tout mon équipe préférée, c'est pas du tout l'équipe que je tiens le plus en estime dans mon cœur, mais dans mes yeux, peut-être Ouais, il d'enfant, marchait. voilà, Ouais, il marchait sur le monde. c'était Sinon, compliqué. ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, mais il faisait un tiki-taka une passe, on dirait, il faisait un Exactement. euro dans la surface adverse en plein match. C'était impressionnant. C'était impossible de leur prendre la balle. Et ils arrivaient jusqu'au bout. Le fameux but où tu avais juste à pousser le ballon au fond parce qu'ils faisaient toutes les différences pour mettre la balle juste devant le but et que il n'y avait plus qu'à pousser. Et le parallèle avec le PSG peut être fait sur un point, c'est que cette équipe-là et le PSG de cette année avaient un point commun qui sont rarissimes dans l'histoire du football, c'est des moments où l'équipe adverse n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. Ça, c'est rare. Et on l'a même vu contre Liverpool. Liverpool n'arrivait pas à sortir le ballon de sa moitié de terrain, tellement ils étaient harcelés par le pressing haut du PSG.
Et le Barça de cette époque-là le faisait tout le temps, c'est-à-dire que les joueurs, les équipes adverses n'arrivaient pas à sortir le ballon, ils jouaient dans leurs 20 mètres, 30 mètres tout le temps. C'était incroyable. Et puis du coup, ça finissait par marquer, mais c'était un rouleau compresseur vraiment d'attaque. Alors le PSG a moins ce côté rouleau compresseur d'attaque parce que ça joue plus en transition et en attaque rapide, moins en attaque placée. Et le tiki-taka de cette époque-là, c'était de l'attaque placée tout le temps avec une défense par possession du ballon permanente, absolument permanente. Et il perdait le ballon une seconde, il le récupérait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une maîtrise technique que, sincèrement, je ne sais pas si on reverra un jour. Honnêtement. Non, qu'on reverra pas. Non, les passes dans la surface adverse, ça n'existe pas. Avoir un Iniesta, c'est déjà inespéré. Avoir un Iniesta et un Xavi dans la même équipe, c'est n'importe quoi. Avoir Iniesta, Xavi et Lionel Messi, bon, bah là, ouais. Compliqué de faire plus technique, balle au pied, plus précis au niveau des passes, c'est presque impossible. Donc, voilà. Le Real Madrid avait Kroos, avait Modric, mais bon, on ne peut pas les classer au même niveau, je pense que c'est pas pareil. Ok, bon, ben, très bien. On peut passer à la suite. Donc, je trouve que le débat était intéressant. De toute façon, c'était plus un petit prétexte, entre guillemets, pour faire le bilan de cette saison avec une saison magique quand même. Voilà, une saison incroyable avec en point du coup cette question-là, mais bon, bref, le prétexte est quand même surtout de faire un débat qu'on pourra réavoir, mais dans pas si longtemps que ça, dès la saison prochaine, on verra si ce style-là, ils arrivent à le maintenir et à en faire une marque de fabrique sur le long terme. T'as des fois les planètes pour quelques mois et puis après ça peut se... Déjà, dans moins d'un mois, il y a un trophée à aller chercher. Ouais, la Super Coupe d'Europe, bien sûr, contre Tottenham. Bien sûr, contre Tottenham. Non, mais ça c'est indéniable et c'est sûr que ça marquera plus les esprits si c'est une ère entière que si c'est sûr. Par exemple, je suis sûr et certain, et c'est ça qui fait pas mal, mais qui va, que par exemple le Manchester City qui a gagné la Ligue des Champions, bah, en fait, tu t'en souviens moins, c'est parce que c'est moins une équipe qui marche vraiment sur tout le monde. Enfin, c'était une saison où ils étaient injouables. Et en fait, depuis, bah voilà, l'année dernière, ça a été quand même un peu, enfin, ça a été fiasco, gros fiasco l'année passée. Et il y a cette saison, pardon. Et l'année dernière, c'était pas top, quoi, pas top du tout. Ils sortent contre le Real Madrid. Enfin bref, c'était très moyen, quoi. Donc du coup, je comprends. C'est-à-dire, par exemple, si le PSG l'année prochaine c'est un fiasco ou c'est pas ouf ou ils sortent en quart de finale contre, je sais pas, voilà, on n'aura pas la même trace dans l'histoire qu'on pourrait avoir avec des Real Madrid, des Real Madrid qui font 3 Ligues des Champions d'affilée, des Barça qui marchent sur tout le monde pendant. Je pense que si on doit mettre en garde le PSG sur un point, c'est que cette finale perdue contre Chelsea est un peu un avertissement sans frais de ce point de vue-là. C'est que jouer à ce niveau-là de pression constante de l'adversaire, de pressing et de pression, nécessite un état d'esprit vraiment absolument parfait, absolument impeccable. Et si l'état d'esprit décroche, tu peux avoir un trou d'air de plusieurs matchs, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Donc il faut maintenir cet état d'esprit et cette envie de gagner tous les matchs. Ça va être le prochain défi, je pense, de Luis Enrique. Donc il a parfaitement réussi à le mettre en place au cours de cette saison. Le maintenir sur le long terme, ça va être une autre paire de manches. Mais l'effectif est jeune, il se connaît bien. Peut-être même que ça va être plus facile l'année prochaine aussi. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ouais, puis il y a des recrues, il va y avoir des nouvelles têtes aussi. Oui, il faut recruter, il faut régénérer un peu le sang. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok.